Salut Odélia, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau podcast. Merci à vous. Je vais te demander de te présenter, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je m'appelle, Odélia Benephraïm, j'ai 25 ans et je suis boxeuse professionnelle. J'ai commencé la boxe, très tôt et je suis aussi étudiante en psychologie et artiste, dessinatrice et tatoueuse. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment tu as découvert la boxe, comment c'est venu à toi dans ta vie? Hem, Est-ce que c'est une histoire de famille? Mmh. Ouais, c'est une histoire de famille. J'ai commencé quand j'étais toute petite avec mon papa. Mon papa qui était un passionné de boxe et qui en a pratiqué aussi quand il était jeune. Et on a toujours eu une salle de boxe, aménagée dans le garage en fait, dans la maison où j'ai grandi et mon père s'entraînait régulièrement là-bas. Il s'entraînait aussi au Blagnac Boxing Club qui est un club, très réputé en France et en fait, on a commencé avec, mes sœurs à s'entraîner, dans le garage avec papa pour le fun et aussi pour, apprendre, les valeurs du sport, le dépassement de soi. Et aussi tout simplement pour passer un moment en famille avec notre papa et tous ensemble et moi j'ai tout simplement jamais arrêté. À l'âge de 10 ans, j'ai intégré le Blagnac Boxing Club, là où il s'entraînait et dans la foulée, les combats, les compétitions, les championnats. Je suis passée amateur à l'âge de 13 ans et professionnelle à l'âge de 21 ans. OK, donc ça fait 4 ans que tu es professionnel, c'est ça? Bientôt 5. Mon grand-père a pratiqué un peu la boxe, en Algérie. Ouais. Et et il était un grand fan de boxe toute sa vie et il accompagnait les boxeurs, il allait à tous les galas, les gros galas de boxe en Algérie et en France et mon père du coup a grandi, heu, a grandi avec ça aussi, il nous a transmis ça. Et ton grand-père t'a vu boxer? Mon grand-père m'a vu boxer à mon tout premier combat quand j'avais 10 ans D'accord. et je pense qu'il était encore plus stressé que moi. Mon tout premier combat, ouais, j'avais 10 ans et on était partis avec, toute ma famille, avec, ma mère, mes sœurs, mes grands-parents, ils m'avaient tous accompagnée. Je crois que j'ai jamais autant stressé de toute ma vie et c'était chouette, ouais, Ouais. c'était cool. Et est-ce que, par exemple, est-ce que c'est toi qui a voulu, faire de la compétition ou c'est ton père, qui t'a dit, «Bon, ce serait bien que tu ailles combattre» ou est-ce que c'est toi qui lui as dit: «Bah, papa, j'ai envie de faire une compète»? Non, c'est pas moi qui lui ai dit, C'est lui? ça venait de lui. Ah, Moi je crois que j'aimais le sport, j'aimais me dépasser, j'avais beaucoup d'énergie aussi donc en fait hem, l'effort physique était quelque chose qui me plaisait. Mais la boxe en elle-même, la boxe dans un ring, c'était quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à assimiler et à apprivoiser. Pour moi, en tant que petite fille de 10 ans, c'était pas du tout naturel, mais ça allait pour personne en fait de prendre des coups, de monter dans l'arène comme ça, d'aller vers le danger et donc voilà, ça m'a pris du temps, mais je pense que mon père voyait en moi un potentiel, il voyait que j'avais un esprit compétiteur et donc c'est lui qui m'a poussée. Et voilà, ouais. tu as des souvenirs de ton premier combat? Oui, oh Ouais. oui. J'ai souvenir, dans les vestiaires, j'ai souvenir du stress, du cœur qui battait à la chamade. J'ai, heu, j'ai des souvenirs, même pendant le combat que je pleurais pendant le combat aussi déjà de surprise à l'idée de prendre des coups et voilà, toute cette énergie en fait, les nerfs, le stress, tout en même temps et je me souviens, de l'après-combat aussi, de mon père qui a été là. Qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a, réconfortée et après, d'avoir toute ma famille autour de moi aussi. Ma petite sœur qui était toute petite, ouais. Le côté boxe, j'ai quand même l'impression que c'est, du côté de ton papa, de ton grand-père. Est-ce que le côté artistique, c'est ta maman qui Hem, qui ouais, ma maman a un grand sens, du beau et de l'art et une très grande sensibilité artistique et donc oui, je pense qu'elle nous a toujours un petit peu, encouragés à dessiner, j'ai grandi avec des crayons de couleur dans les mains mmh. et
Ouais, mais c'est vrai que c'est mes 2 parents, en fait, pour tout, même la boxe, en fait, c'est mon père, mais sans ma mère, j'aurais pas pu continuer aussi. Elle m'a toujours beaucoup soutenue. J'ai beaucoup de chance. Et c'était pas trop dur? Parce que j'ai toujours l'impression que quand c'est un parent qui entraîne un enfant, c'est peut-être cliché, mais il y a ce côté, dur où le papa ou la maman va se permettre d'être, dur dans les mots, dur dans les entraînements et qu'au final, tu peux te retrouver à être dégoûté. Est-ce qu'avec ton père, ça s'est passé comment? Mmh, oui, c'était dur, mais en fait, je sais pas, j'ai grandi comme ça. C'était toujours, un mélange, en fait, papa et entraîneur. Ça a toujours été un petit peu des 2, donc je m'en rendais pas forcément compte. Je pense que c'est avec le temps que que je me suis rendu compte que peut-être que c'était mieux de peut-être prendre un petit peu de distance aussi, de vraiment, papa c'est papa et l'entraîneur c'est l'entraîneur. Faire cette différence-là. Tu t'en es rendu compte, à l'adolescence? À un moment, tu t'es dit: «Bah, il faut que j'ai un entraîneur, Hem, différent»? mais j'ai toujours eu un entraîneur différent parce que je m'entraînais à Blagnac, où il y avait du coup, ses propres entraîneurs, dont Mohamed Benama qui m'a suivie, pratiquement toute ma vie Mmh. et que j'aime beaucoup et papa c'était le soutien et l'entraîneur, un petit peu, à côté en fait et mais du coup j'ai toujours eu en fait, quand même mon entraîneur, de compétition quand même au sein du club. Ouais, ce qui est cool, c'est qu'il a pas insisté pour être ton entraîneur et Non, 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 mais il savait que de toute façon à Blagnac, j'avais les meilleurs entraîneurs qu'on puisse avoir donc c'était pas du tout son but, hein, de me fermer comme ça. ouais. Il voulait juste que je sois entre de bonnes mains. Tu parles beaucoup de du c'est quoi? C'est le Blagnac Boxing Club, c'est ça? Ouais, C'est un club, réputé? c'est un club qui est très réputé, qui a été meilleur club de France, pendant longtemps et un club qui a plus de 40 ans, donc à côté de Toulouse, qui a vu grandir des champions d'Europe, champions du monde, d'innombrables champions de France et moi j'ai été la 1re boxeuse pro féminine du club et donc voilà, c'est, monsieur Mohamed Benama en fait qui fait que ce club a une si grande ampleur et parce que de par, déjà son niveau en tant qu'entraîneur, mais aussi, son j'ai envie de dire, enfin son caractère, c'est quelqu'un de profondément humain et gentil et généreux et je pense que c'est pour ça que les gens, aiment, heu, s'entraîner là-bas et c'est important d'avoir confiance en son entraîneur et d'avoir une relation particulière avec parce qu'il faut quand on monte sur le ring, on prend des risques. La boxe, c'est un sport, difficile, ça peut être un sport dangereux aussi et l'entraîneur dans le coin, ça va être la personne qui va nous soutenir, nous réconforter, arrêter le combat s'il faut arrêter le combat et donc j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir, pendant presque 15 ans dans mon coin. Et aujourd'hui, tu as changé de comment on dit? Tu as changé de coin? Non, non, tu C'est as ça, c'est j'ai plus ça changé que de ça? coin, j'ai changé d'équipe. J'ai OK. intégré, le Tactical, Fight Team à Toulouse, et le Tactical Boxing du coup qui fait partie du TFT aussi et avec des super entraîneurs aussi qui m'apportent une nouvelle approche de la boxe, une nouvelle façon de m'entraîner, d'appréhender mon sport. C'est, une sorte de renaissance un peu pour moi. C'est vraiment, réapprendre, réapprendre mon sport en fait que je pratique, depuis presque toute ma vie et là, c'est un regard nouveau et ça me fait beaucoup de bien. Et pour ceux qui vont écouter ou regarder ce podcast, j'ai dit que tu étais boxeuse, mais on sait qu'il y a plein de types de boxe différents. Est-ce que tu peux nous parler de ton type de boxe? Je pratique la boxe anglaise. OK, La boxe anglaise, c'est, donc une boxe qui est issue d'Angleterre, et qui, enfin, avec dans laquelle on se bat uniquement avec les poings et donc il y a de la boxe, il y a la boxe amateur slash olympique, c'est la même chose et il y a la boxe professionnelle. Donc la boxe olympique, ça va être une boxe, ça va être des combats de 3 rounds de 3 minutes avec toujours un round de repos entre les rounds, une minute de repos entre les rounds ouais. et après, il va y avoir la boxe professionnelle où, on commence à 4 rounds et ça peut aller jusqu'à, 10-12 rounds, pour un combat. Voilà et les règles sont un petit peu différentes. Le les habits, enfin
l'équipement est différent. On porte pas de casque en boxe professionnelle chez les femmes. La taille des gants est différente. Voilà, plus petite. D'accord, donc c'est une boxe, est-ce que je pourrais dire que c'est une boxe plus rude? Un petit peu, ouais. Ouais. Oui, parce que, étant donné qu'en 3 rounds, quand on est en amateur, on n'a pas vraiment le temps. En fait, il faut faire une différence très rapidement sur le combat Mmh. et il faut s'imposer, très rapidement. Donc en fait, on va beaucoup chercher, le visuel, la vitesse, beaucoup essayer d'être le plus rapide possible, le plus engagé possible sur le ring. Tandis qu'en boxe professionnelle, on a un petit peu plus le temps d'analyser, de s'imposer et donc on va chercher beaucoup plus l'efficacité et et le coup dur, en fait, des coups qui vont être un petit peu plus, ancrés dans le sol, plus, hem, un petit peu plus, comment dire? Je veux pas dire, violent, mais on va essayer d'analyser l'adversaire, d'être intelligent pour, justement chercher le coup dur, en fait. OK. Ouais, contrairement à la boxe thaï où je crois que les premiers rounds sont un peu des rounds de spectacle. Là, la boxe, que tu pratiques toi, la boxe anglaise professionnelle, il y a pas de round de spectacle? Il faut y aller de suite, en fait, parce que Ouais. chaque round compte Mmh. et et on peut, enfin, c'est un peu presque de la survie, en fait, parce que sur un coup, tout peut basculer. Il faut toujours être ultra vigilant et et c'est ça que j'aime, en fait, dans la boxe, c'est que c'est d'abord, réfléchir avec sa tête, c'est d'abord, analyser ce qui se passe dans le ring, avoir une étude intelligente de ce qui est en train de se passer et comment est-ce qu'on peut, heu, exploiter les qualités et les défauts de l'adversaire pour justement, enfin, pour, du coup, nous, essayer d'être le meilleur possible et de toucher le plus possible. Mmh. On reviendra, sur la boxe, un peu plus tard, mais là, j'aimerais te poser une question. Heu, Parler de ton parcours scolaire, en fait. Comment tu as géré, je sais pas si tu as fait un sport-études ou mais, pour avoir la discipline, enfin, tu as dû avoir une discipline, assez extrême, pas extrême, mais en tout cas, tu as dû avoir besoin d'être, ultra discipliné pour pouvoir suivre, et devenir boxeuse professionnelle. C'était comment tes études, on va parler du lycée, par exemple, comment tu as su gérer et un bac et et un parcours de boxeuse? Mmh, j'ai toujours été scolaire, j'ai toujours aimé l'école. C'était pas quelque chose qui me dérangeait pas beaucoup, d'être assise dans une classe et j'aimais apprendre. C'est vrai qu'à partir du lycée, ça a commencé à se corser parce que j'étais en amateur. J'ai commencé à vouloir un petit peu upgrader ma carrière, à vouloir, chercher des titres, championne de France, championne nationale et cetera j'ai senti que ça commençait un petit peu avec le bac, à se coincer, mais je pense que c'était une question d'organisation et beaucoup de soutien, en fait, de mes proches avec, ma famille autour qui m'aidait, qui m'amenait aux entraînements, qui venaient me récupérer, franchement, enfin, sans eux, j'aurais pas pu le faire donc Ouais. Surtout que tu avais pas un parcours, comme par exemple en classe horaire aménagée quand tu fais de la musique, tu as un parcours, tu vas au lycée, matin, début d'après-midi et après tu vas au conservatoire. Toi, tu faisais, non, non, tu non. avais une vie de lycéenne Oui, normale? oui, oui. OK. Ouais, ouais et après donc après c'était de l'organisation, dès très jeune, dès 14-15 ans, j'ai dû commencer à apprendre à m'organiser. Ça veut dire, aller à l'école avec, son sac de sport, organiser, sa collation avant l'entraînement. Des fois, j'allais au lycée carrément en habit de sport, voilà et puis voilà, c'était apprendre à s'organiser, à être efficace et c'est au final, c'est des outils qui aident pour toute la vie, donc c'est chouette. Et Odélia, c'était un personnage du lycée? Est-ce qu'on disait: «Oh, Odélia, c'est la championne de boxe» Pas ou du tout. pas du tout? Non. OK. Tu avais pas cette image de: «Ah Oh, ouais». en fait, un petit peu, surtout quand je suis arrivée, à Fermat, c'est un grand lycée, public de Toulouse, en Ouais. centre-ville Mmh. et il y avait beaucoup de gens, en fait, dès la rentrée qui me connaissaient parce que le bruit avait couru que, du coup, j'étais, boxeuse, j'avais été championne de France, déjà tôt. Donc j'avais déjà un peu cette réputation et il y avait toujours des ados qui venaient, qui essayaient, «Viens, on se bat, viens, machin» Ouais. et j'ai toujours, juste enfin, je n'en ai jamais trop joué, en fait, parce que j'avais rien à prouver à personne et
Bah, c'était de la curiosité peut-être venant Oui, de leur c'était de la part? curiosité, c'était et puis, je trouve que quand même, à notre époque, on a beaucoup de filles combattantes. Enfin, il y en a beaucoup plus, mais, il y a 10 ans, c'était super rare. C'était pas à la mode, en fait. Donc, c'était un petit peu bizarre, je pense, aux yeux de mes camarades. Mmh. Mais, mais après, voilà, c'était, mes amis, ils ont toujours apprécié ça. J'avais des amis du lycée qui venaient me voir combattre aussi, quand je boxais dans la région. Donc c'était quand même chouette. Et tu avais des références, féminines en boxe? Est-ce que tu avais des parce qu'on connaît il y a des grands noms, Ouais. souvent masculins, mais est-ce que tu avais Bah, non, des exemples de j'ai pas femmes? vraiment grandi avec des exemples. Déjà dans ma salle, j'étais la seule. Il y avait quelques filles, en équipe de France dans ma salle, mais que je voyais rarement. Donc, ça, c'était un petit peu un exemple, oui. Mais sinon des championnes, pas vraiment. Quand j'ai eu, 15 ans, j'ai découvert Katy Taylor, qui venait de gagner, 2 ans auparavant les jeux olympiques et moi, j'en avais même pas entendu parler. C'est encore plus que les jeux olympiques, ont ouvert, en fait, l'accès aux femmes pour la boxe, seulement en 2012. Donc c'était pas forcément, quelque chose qui était très populaire et puis il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas tout ça. Donc moi, c'était, l'ordi, la petite page Wikipédia et voilà Ouais. et et donc c'était la première fois, en fait, que j'avais vu une championne internationale et que je m'étais dit: «Mais moi aussi, je veux faire ça. Je pense que je peux être capable et pourquoi pas?» En fait, j'ai vu qu'il y avait cette option-là Mmh. de pouvoir être, femme et championne olympique et c'était un peu le déclic. Mais sinon, non, j'avais pas vraiment de modèle et c'est pour ça que maintenant, quand je croise des filles qui essaient la boxe, qui sont un petit peu perdues, qui ont beaucoup de questions, j'essaie beaucoup d'être là pour elles et avec, mon expérience, avec, le savoir que j'ai, bon quand même, je suis pas coach, voilà, mais j'ai vraiment envie d'être là pour elles et j'ai envie, de pouvoir un petit peu leur apporter les réponses que moi j'ai pas pu avoir quand j'ai débuté, en fait. Je crois savoir que tu enseignes aussi. Oui, en fait, Ouais. j'ai vécu en Israël et là-bas, j'ai passé mes diplômes de coach, coach, entraîneur de boxe et du coup, quand je suis là-bas, j'y vais régulièrement parce que ma famille habite là-bas et j'en profite pour, passer des séminaires de boxe dans lesquels, je parle de mon expérience. Mais c'est un pays dans lequel les gens, deviennent de plus en plus curieux des sports de combat, de la boxe anglaise et du coup, j'aime bien, voilà, partager mon expérience là-bas et après aussi, faire du coaching privé, enseigner aussi, c'est quelque chose qui me plaît. Donc en fait, je trouve qu'au moment où on enseigne, en fait, on pose des mots sur des savoirs qu'on a déjà acquis et en répondant à des questions et en extériorisant, en fait, tout ça, au final, on apprend nous-mêmes aussi. Donc c'est très intéressant. Ah tout à fait. Ça m'enseigne aussi beaucoup. Puis la transmission, je trouve que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que j'ai un petit peu enfin, que j'aime beaucoup et que je pense avoir un petit peu d'inné aussi, enfin, ce truc un petit peu pédagogique où aussi, j'ai pas forcément eu quand j'étais, pareil, quand j'étais débutante. Bah, voilà, j'essaie en fait d'enseigner, et de transmettre ce que moi j'ai pas forcément eu. C'est quoi la différence entre une boxeuse professionnelle et une boxeuse amateur? Est-ce que tu as des avantages? Est-ce que, tu as une sécurité? Est-ce Au que contraire. OK. Au contraire, en fait, en boxe, quand on devient boxeur professionnel, on est beaucoup plus indépendant et beaucoup plus autonome dans notre carrière. On n'a pas de, on a beaucoup moins de cadre, en fait, comme on peut l'avoir quand on est, amateur et en équipe de France, par exemple. En équipe de France, on va avoir, un calendrier précis avec les tournois de l'année, avec les stages, les camps d'entraînement et cetera, les déplacements, tout ça et boxeur pro, ben, ça va dépendre de nos combats et donc c'est là qu'il faut être assidu parce que beaucoup de boxeurs pro ont tendance et moi aussi j'étais comme ça au début, à, s'entraîner, beaucoup, beaucoup, très sérieusement pour un combat. L'échéance passe et après on se laisse un petit peu aller et parce que, en fait, au niveau de l'énergie, c'est tellement intense de se préparer à un combat qu'on a forcément besoin un peu, à la fin de lâcher la pression et cetera et alors que quand on est un amateur, on a quand même une saison, déjà prédéfinie et très remplie, donc on n'a pas vraiment le temps de enfin ça s'enchaîne et on le sait, on sait quand sera la prochaine échéance.
En pro, on peut, voilà, ça dépend du prochain combat. Des fois, on peut passer des mois sans combattre. On peut avoir une annulation. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir une annulation au dernier moment. Mais le dernier moment, c'est la veille du combat ou 2 jours avant et on se retrouve avec toute cette énergie, en fait, qu'on avait accumulée, qu'on avait gardée en soi pour le jour du combat et on sait pas quoi faire de toute cette énergie. C'est très dur. Il faut, mentalement, ça c'est très challengeant, mais c'est comme ça, en fait, ça fait partie du sport. Et ça veut dire qu'au final, c'est la notoriété que tu peux avoir en étant boxeuse professionnelle, mais il y a pas d'avantage, où tu auras une structure, un suivi, heu, tu pas forcément ça en plus quand tu es professionnel. Après ça va dépendre aussi de l'équipe qu'on va avoir. Moi, j'ai quand même un bon suivi. Maintenant, j'ai signé aussi avec un promoteur, donc qui est chargé de me trouver des combats et même en période hors combat, j'ai quand même un suivi qui est régulier, qui est bien parce qu'on essaie toujours du coup d'être, enfin, de s'entraîner régulièrement. C'est un mode de vie après. On s'entraîne, heu, on s'entraîne tous les jours même s'il y a pas de combat en cours, et ça fait partie, de notre quotidien, de notre vie. Est-ce qu'en étant boxeuse professionnelle, tu peux payer ton loyer, tu peux manger, tu peux aller t'entraîner, payer tes entraînements? En général, c'est en faisant des partenariats, en ayant des sponsors, en fait, qui vont nous aider, en fait, dans notre carrière et donc à subvenir, tout simplement à nos besoins, qui vont être, bah, le loyer, la bonne nourriture Mmh. saine qui est coûteuse. Ouais. Hem Et après on est payé, normalement, à chaque combat, on a une bourse, qui est pas énorme, mais voilà. Qui sert à peut-être à payer tes entraîneurs, Voilà, tes séances de kiné, d'ostéo, les séances d'ostéo, de préparation mentale, tout ce qui nous a servi, en fait, à nous préparer jusqu'au jour J. et j'ai vu des images d'entraînement en Russie. Oui, Comment ça se fait que tu te retrouves à aller boxer en Russie? mon grand-père habite en Russie. Ma mère est née en Ukraine OK. et mon grand-père habite à Saint-Pétersbourg maintenant. Et voilà, je suis très proche de mon grand-père que j'aime beaucoup et qui habite, malheureusement trop loin. Donc ça faisait, entre le covid, la guerre, ça faisait un bout de temps que j'avais pas pu, le voir et et là, du coup, j'ai fait un périple, un petit peu compliqué, en passant par la frontière, estonienne pour aller en Russie cet été, pour aller le voir. Et donc c'était censé être, une semaine un petit peu tranquille, de vacances et au final, j'ai trouvé là-bas, un entraîneur qui m'a un peu pris sous son aile, on a fait quelques entraînements ensemble. Je suis beaucoup allée courir et c'était super sympa parce que, en fait, j'adore je voyage beaucoup et j'adore m'entraîner partout où je voyage et je prends toujours mes affaires de sport. Ça, c'est mon père qui m'a appris ça. La première chose qu'on met dans sa valise, c'est les affaires de sport et j'ai cette habitude-là de toujours avoir, une paire de baskets, des affaires de sport et je m'entraîne partout où je vais, soit c'est, footing, soit c'est je toque à la porte des clubs de boxe. En général, je suis super bien accueillie et ça crée des expériences géniales. Je rencontre des gens de partout. On se rend compte que la boxe est un langage international en plus. Donc heu, donc ça voilà, ça solidarise et c'est super sympa. Tu as voyagé dans quel coin pour boxer? Tu t'es retrouvé où? Tu as des endroits un peu insolites ou même des anecdotes, de lieux où tu t'es dit: «Waouh, en fait». Bon, c'était même pas Saint-Pétersbourg, c'était un petit bled à côté, de Schlüsselburg, à 1 heure de Saint-Pétersbourg, donc ça, c'était quand même pas mal. On m'a fait un camp d'entraînement à la soviétique, j'avais l'impression d'être à l'armée. On m'a fait ramper, on m'a fait faire, des trucs, des pompes, des squats, jusqu'à ce que j'en puisse plus. On m'a vraiment poussé à bout. C'était chouette. Hem, j'ai boxé, dans un club à Vienne. J'étais de passage à Vienne, pour, une journée et j'ai toqué en fait, au club, «Bonjour, je suis boxeuse pro, est-ce que je peux m'entraîner?» Et «Ah bah justement, on a une fille, on dirait qu'elle fait à peu près ton poids» et du coup, j'ai fait un sparring. Ce qui est chouette, c'est qu'en plus, le jour de cet entraînement-là, par hasard, il y avait un photographe qui était venu, donc on a pu avoir des jolis souvenirs aussi de cette session. Je me suis entraînée à Los Angeles, au Wild Card, c'est une salle iconique, qui est gérée par, Freddie Roach, qui a été l'entraîneur de Manny Pacquiao et de beaucoup, beaucoup de champions. Donc ça aussi, ça a été génial, et après, je sais pas,
Ça a été des footings, parce que des fois on trouve pas de club. Si, j'ai trouvé un club de boxe sur une île, qui s'appelle Alderney, hem, dans enfin une île, anglaise, en plein milieu de la Manche. C'est un caillou au milieu de l'océan et par hasard là-bas, il y avait un club de boxe qui était monté dans un ancien fort victorien au bord de l'océan et je me suis entraînée là-bas dans une vieille salle avec un vieux parquet, le vieux ring, les vieux sacs, qui prenaient la poussière. Bon voilà, il y en a plein, T'as déjà des souvenirs, d'état. ouais. Mon père m'a toujours dit que la plus belle chose dans la boxe, c'était les souvenirs, c'était les histoires à raconter Mmh. et ça, je le vois tous les jours parce qu'au final, j'ai l'impression que j'ai toujours encore et encore des anecdotes, que ce soit des combats ou des entraînements ou des gens que j'ai rencontrés ou des choses qui peuvent paraître, anodines en fait, mais au final qui font qu'on se rend compte qu'on quand on est sportif de haut niveau, on vit vraiment une vie, pas comme les autres. Parce que tu as besoin d'avoir un rythme, de suivre ce rythme aussi où il y a pas d'écart, il y a pas, il y a du repos, de la nourriture saine, des entraînements. C'est ça, Est-ce donc que tu te permets d'avoir des moments aussi de lâcher prise? De oui. Ouais. Oui, oui, bah, c'est un équilibre, en fait. Quand on est jeune et qu'on veut être sportif de haut niveau et qu'on a des rêves, plein la tête, on a tendance à se brider sur ça et à penser que c'est impossible. Ça a été le cas pour moi, j'ai commencé à avoir une vie sociale à 19 ans parce que de mes 15 à 19 ans, j'avais ce rêve olympique et j'étais persuadée que n'importe quel, écart, m'arracherait ce rêve. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça parce que si on veut si on veut durer sur du long terme, il faut trouver un équilibre et pour trouver un équilibre, ça prend du temps. C'est pas juste comme ça, il faut expérimenter, il faut, passer d'un extrême à l'autre. Il faut tester en fait les 2 extrêmes et pour au final, trouver du coup le juste milieu et trouver, ce qui nous fait du bien, à quelle dose, quand, pourquoi. Donc c'est pareil pour la nourriture, c'est pareil pour les entraînements, c'est pareil pour l'entourage, pour la vie sociale. Hem, avant un combat, avant une grande compétition, évidemment qu'on va basculer vers un extrême, mais je pense que c'est hyper important et ça, j'aurais bien aimé le savoir il y a quelques années, qu'il faut savoir jongler, en fait et il faut savoir profiter, il faut savoir voyager, il faut savoir, faire la fête de temps en temps, relâcher la pression, Mmh. tant qu'on perd pas, notre objectif, voilà, tant qu'on sait on sait pourquoi on le fait et qu'on sait que ça fait partie, en fait, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la carrière, au final. Je pense que le monde de la psychologie, quelque chose qui m'avait toujours attirée et j'ai mis beaucoup de temps à commencer mes études et à savoir ce que je voulais faire. J'ai toujours su que je voulais faire des études, mais je pense que j'étais curieuse de tout en même temps. J'avais du mal à me voir dans une seule discipline. Hem, je sais pas, j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça que je voulais et en fait, c'était, tout simplement un jour de grande, introspection où je me suis rendu compte que ça me plairait de connaître en fait, ce qui se passe là-dedans, chez moi et chez les autres et pouvoir, parce que c'est la base de beaucoup de choses au final et ça je sais pas, c'est venu un petit peu instinctivement. Je me suis inscrite à la fac et c'était parti. OK. Et tu as une idée, en tête, là, tu es quoi? Tu es en licence? C'est ça, Ouais. là je passe en 3e année, donc en L3. Mmh. Je redouble en fait ma L3 parce que c'est franchement compliqué de tout gérer en même temps, les partiels, les compétitions, la pression, en fait, on se rend compte qu'on est en train on est dans deux univers qui requièrent 100 de notre énergie et entre la boxe et les études et c'est très difficile de diviser du coup son énergie comme ça et donc voilà, je trouve plus judicieux d'étaler un petit peu, mon année et pour pouvoir essayer de faire les 2 choses en même temps. Mais encore une fois, c'est de l'organisation et je fais mes études à distance, donc ça m'aide beaucoup parce que je peux pas être dans un amphithéâtre, tous les jours du matin au soir et après voilà, c'est de l'organisation, prendre ses cours avec soi à la salle, travailler dans le bus, voilà.
Et l'idée après ta L3, ce serait de pousser en master? J'aimerais bien, oui. J'aimerais bien. Je me projette pas tant que ça pour l'instant. J'aimerais bien. Master en psychologie clinique, pourquoi pas? Et pour pouvoir être du coup, psychologue clinicienne et pouvoir basculer aussi sur, la psychologie du sport qui m'intéresse. Et c'est que récemment que je commence à mélanger comme je t'ai dit, ça n'avait aucun rapport avec la boxe au départ. Mais je sens que c'est en train de se mélanger un petit peu et je vois à quel point les sportifs aussi en ont besoin, à quel point c'est important. On a de plus en plus de préparateurs mentaux, on a de plus en plus, on commence à en parler de plus en plus. Hem et je pense que c'est hyper important et surtout dans la boxe parce que la boxe, bah, c'est un sport de bonhomme, quoi. C'est un sport où il faut être toujours, très fort, pas se plaindre. Il faut toujours être le plus robuste possible et là, du coup, enfin, en fait, on se rend compte que c'est pas que ça, qu'il faut aussi être intelligent, il faut être calme, il faut être, bien dans sa tête. Hem et du coup, voilà, petit à petit, ça c'est en train de s'ouvrir, ouais, vers ces portes-là et c'est tant mieux. De toute façon, je pense que c'est de moins en moins tabou la santé, Ouais, la sur santé mentale, santé. on en parle de plus en plus Mmh. et c'est une très, très bonne chose. Il y a un boxeur là d'ailleurs, Fury, c'est ça son nom de Ouais, famille? Tyson Fury. Ouais, et il a écrit un bouquin où il explique, il parle de sa dépression, Mmh. où il dit que plus d'une fois, il a voulu se foutre en l'air, quand tu vois le personnage, l'image qu'il donne de lui, en fait, on se rend pas compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui peut avoir, ah qui Bah, on prend pour de la faiblesse, en fait. mmh. Quand on parle de santé mentale, d'aller voir le psy, de dépression et cetera, on prend pour de la faiblesse et attention, la faiblesse, quand on est boxeur, il faut surtout pas se montrer faible. Hem et donc ouais, c'est chouette, de voir qu'enfin, bah, voilà, des grands champions comme Tyson Fury, prennent la parole sur ça et montrent que, bah, on peut être champion, on peut être, voilà, champion du monde et avoir quand même des problèmes de santé mentale. Ça fait pas de nous quelqu'un de faible. Donc toi, tu es à côté de la boxe et de la psychologie, tu as 2 passions, 2 autres passions qui sont le dessin et le tatouage. Ouais, ouais, je dessine depuis que je suis toute petite. Hem, c'est quelque chose qui était, à contrario de la boxe, très naturel pour moi. Quelque chose, qui m'évadait, je pensais même pas dès que j'avais un stylo dans les mains, c'était pour gribouiller. Je dessinais tout le temps, en classe, à la maison, en vacances. Presque un besoin, je pense. Tous les enfants dessinent. Il y en a qui arrêtent, il y en a qui continuent. C'est comme, tous les enfants font du sport, tous les enfants, enfin voilà, font des activités extrascolaires et je pense que c'est beaucoup grâce à mes parents qui m'ont toujours, soutenue et qui m'ont toujours, encouragée à continuer ces activités. Ouais, Comme, ils vous ont laissé faire. ils nous ont quand même, bien poussés, à faire, voilà la musique, le sport. C'était important pour eux, c'était, pour un instrument de musique et une activité sportive. Ça formait, je pense un équilibre pour eux et après, voilà, c'est grâce à eux que, voilà, j'ai juste continué, toutes ces années et et le dessin après, il y a pas une journée sans que je dessine, quoi. Ouais, tu nous disais tout à l'heure là, avant qu'on commence, que tu as des carnets comme ça? Ouais. Carnets de voyage, on peut appeler ça comme ça, ou des carnets de vie? Enfin, Ouais, je pense que c'est plus des carnets de vie parce que c'est pas que mes voyages, c'est des carnets que je transportais avec moi, dans lesquels je dessine, exactement comme maintenant, en fait, ce qui se passe devant mes yeux mmh. et j'ai commencé à faire ça, en fait, pour, figer un souvenir, à la place de prendre une photo. Hem, à la place de prendre une photo, en fait, s'asseoir, prendre quelques minutes et ralentir le temps en essayant de capter un moment. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, on n'est pas trop dans cette vie de pour ralentir le temps, prendre le temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais je pense que c'est important. C'est important de temps en temps d'accepter le rien, d'accepter le lent, la lenteur. Ça me fait penser au livre de Kundera, La lenteur, qui est super, je vous conseille, mais qui parle beaucoup de ça déjà et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup pratiquer la méditation parce qu'on est tout le temps sollicité, on est tout le temps stimulé
Et moi, j'ai une vie qui va à 100 à l'heure. J'ai beaucoup d'activités, toute la journée, que ce soit entre, les entraînements évidemment, les préparations pour les combats, mais aussi les projets artistiques. Il y a les études évidemment, il y a tellement de choses et de temps en temps, en fait, juste s'asseoir et accepter que là maintenant, pendant une demi heure, je vais accepter que je n'ai rien à faire. Je me force, enfin, maintenant il faut se forcer à rien faire et à penser à rien et et du coup, juste, en fait, s'asseoir et voilà et accepter que pendant une demi heure, là, c'est du vide complet et c'est beaucoup plus difficile que ça n'y paraît parce que l'esprit vagabonde en permanence et l'esprit est tout le temps en train de penser à la prochaine tâche à effectuer, à, à ce qu'on va faire à manger, à tout ça et du coup, ça fait beaucoup de bien. En fait, c'est beaucoup plus naturel pour moi d'être tout le temps occupée. Même quand je dessine, j'ai la musique avec moi. J'écoute énormément de musique, donc voilà, ça m'accompagne en permanence. Quand je cuisine, j'ai la musique. Quand je m'entraîne, j'ai la musique. Il y a toujours beaucoup de tous les sens, en fait, sont stimulés en même temps et c'est justement pour ça que cette méditation-là, c'est, c'est l'effet c'est tout le contraire et c'est uniquement la respiration parce qu'on respire tout le temps, mais on le sait même pas, on l'oublie. Et alors que notre respiration nous parle aussi et veut dire beaucoup de choses et de temps en temps, en fait, juste s'arrêter et se dire: «Comment est-ce que je respire maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire sur, mon émotion, sur mon état?» et et du coup, faut juste mettre sur pause. C'est bien ça. Le tatouage aussi, c'est quelque chose, que tu pratiques? Ouais. Comment tu es arrivée à ça, là, au tatouage? En fait, c'est à force d'entendre les gens me dire, «Tu voudrais pas faire du tatouage?» Ouais. parce que, évidemment, à force de dessiner, tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai commencé à entendre ça de plus en plus et un jour, je me suis lancée, j'ai fait une petite formation et je me suis lancée comme ça. Tu as fait la formation, hygiène, c'est ça, là, C'est pour ça, les ouais. formations hygiène et salubrité qui fait suivi d'une petite formation, d'initiation au tatouage parce qu'en général, en fait, le tatouage, c'est quelque chose qu'on apprend un petit peu, hem, dans les studios. On est apprenti, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, voilà et moi, je connaissais personne dans le monde du tatouage, donc j'ai un peu fait ça toute seule, dans mon coin et ça a été, c'était chouette et là, du coup, maintenant je tatoue, pareil, en fait, quand je voyage, j'ai mes affaires de sport et j'ai mes affaires de tatouage. J'ai toujours, dans une petite trousse compacte, tout ce qu'il faut, la machine, l'encre, les aiguilles, tout ce qu'il faut et alors, j'entends des questions bizarres toujours à la sécurité de l'aéroport, Ah oui? mais ça passe, les aiguilles passent et et après, en fait, tatouer partout, c'est chouette. Donc tu as tes affaires de boxe, de sport, de dessin, Ouais et de de tatouage, tatouage, ouais, un livre ou 2. toujours. Un Ouais. carnet d'écriture et mes écouteurs et avec ça, après, je peux voyager des mois, hein, ça me dérange pas. Je recule un peu, dans la conversation, mais est-ce que c'est pas ton père qui t'a dit: «Quand on commence quelque chose, on le finit»? Ouais, 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 c'était, un mantra, ouais, avec lequel j'ai grandi. Tu commencé quelque chose, il faut aller au bout, il faut aller au bout, il faut aller au bout et et on se rend compte que donc pour le sport, c'est quelque chose du coup qui m'a suivi qui m'a aidé. Mais le lâcher prise, c'est bien aussi. C'est quelque chose que j'ai mis du temps, beaucoup de temps à comprendre. Qu'il y a des choses qui valent la peine qu'on les laisse partir. Faire le deuil de certaines choses, c'est important aussi. Parce que quand on lâche pas prise et quand on veut, quand on veut aller au bout des choses, au final, on fait pas de deuil de rien. et il y a aussi ce nom-là, ce nom de boxeuse que tu as. C'est, c'est quoi alors, ce nom? Alors, heu, mon père du coup qui était, un grand fan de boxe toute sa vie, Ouais, a grandi, avec, des noms de boxeurs, qui ont toujours eu des surnoms. Marvin Marvelous Hagler, Iron Mike Tyson, heu, Arturo Sander Gatti ouais. et en fait, là je m'en souviens très bien, je devais avoir, 13 ans et je venais de me lever le matin, j'étais en train de manger mon bol de céréales et un jour mon père, m'a dit: «Odélia, ce serait bien qu'on te trouve un surnom de boxeuse aussi». J'ai dit: «Oui, si tu veux».
ce que tu veux, papa. Mmh. Il m'a dit: «Tiens, Thunder, ça t'irait bien, l'éclair, le tonnerre, ça t'irait bien?» Et moi, je mangeais mes céréales, je dis: «Oui, oui, si tu veux» et c'est resté. D'accord, Donc OK. c'est mon père qui m'a baptisé une fois de plus. OK. Voilà et c'est resté donc avec, voilà, tout ce qu'il y a derrière. Après le short avec mon nom dessus, Thunderstruck d'ACDC quand je monte sur le ring, qui est ma chanson d'entrée de ring, depuis 12 ans maintenant. Voilà. Ton premier combat là, quand tu as si tu es d'accord pour en parler, hein, le où tu as été sacrée, championne de France, comment ça s'est passé ce Hem, est-ce que tu peux nous parler de ce moment? Un peu, des sensations de ce combat, de ça a été, c'était une période très difficile déjà. C'était une période qui était très, très difficile, il y a eu beaucoup de choses autour de ce combat et en fait, je me souviens que j'avais besoin de passer un bon moment et j'avais besoin que ma famille passe un bon moment le jour de ce combat. Parce que j'ai beaucoup de famille qui est venue me voir, du coup, qui est venue me soutenir et je me souviens que c'était très important, en fait, de procurer un petit peu de plaisir, de procurer un petit peu de joie et j'étais montée sur le ring très sereine. J'étais montée sur le ring, vraiment, je sais pas, je sentais que j'étais à ma place, que c'était ça, c'était là, maintenant, ici et en fait, quand j'ai gagné, il y a eu une sorte d'explosion de beaucoup d'émotions. C'était un absolu de beaucoup de choses, en fait. C'était un absolu de joie, un absolu de fierté, un absolu de, hem, c'était voilà, c'était le en fait, c'est le travail qui se concrétise enfin. C'est très dur, de monter sur un ring parce que pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, toute notre vie est consacrée à ça. Toute notre vie est autour de enfin, toutes ces semaines et ces mois de préparation sont autour de cette date précise et de ce moment précis qu'on attend et toute cette préparation de combat est bâtie autour d'un espoir, en fait. C'est l'espoir qu'on nous lève la main à la fin du combat. Que c'est tout, en fait et c'est très dur, du coup, bah, de monter sur un ring en sachant que c'est elle ou moi et il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup de travail acharné, heu, toute l'énergie, voilà, qui est mise pour ce moment-là uniquement et en fait, on attend cette récompense. On l'attend, des mois, on l'attend toute notre vie, on l'attend, à chaque seconde d'entraînement, ce qui nous fait tenir et ce qui nous fait, travailler et ce qui nous fait, nous arracher quand on n'en peut plus et qu'on le corps lâche, le cœur, les poumons lâchent, mais qu'on continue. C'est cet espoir-là que notre main sera levée à la fin et des fois, elle l'est pas et quand elle l'est pas, heu, non seulement on n'est pas récompensé, mais en plus de ça, on est puni. On est puni par la défaite et en fait, bah, c'est très injuste. C'est très injuste parce que j'ai travaillé dur, j'ai tout fait pour gagner et là, d'un coup, bah, en fait, non, ça se passe pas et c'est quelque chose qui est difficile à gérer, émotionnellement et qui fait partie de ma vie, qui fait partie de ma carrière, qui fait partie de moi et que j'accueille et dont j'ai pas honte. Au contraire, moi, je suis fière de tous les combats que j'ai faits, tous les combats que j'ai menés. Dans ce que je dessine, c'est toujours très sombre. C'est marrant, je sens le noir au moment où je dis ça. Ouais. Hem, Ce que je dessine est plutôt sombre, j'aime bien le contraste, j'aime le et pourtant les artistes que j'aime le plus sont tous, solaires,
En tout cas en peinture. C'est toujours très coloré. Je pense à Joaquim Sorolla, qui aime peindre la mer. Hem, je pense à Matisse, j'adore Monet. J'aime beaucoup l'impressionnisme. Donc ils sont quand même des paysages, très lumineux, très colorés. J'aime Chagall énormément. J'aime Chagall pour la poésie de ses œuvres, en fait. On dirait qu'il cherche pas à peindre la réalité, il peint sa réalité, il peint ce qu'il a dans son esprit, il peint son histoire. Heu, en musique, À part AC/DC, qui te suit, sur tes combats? hem, en musique, j'aime les Pink Floyd. J'aime les Pink Floyd parce qu'ils prennent leur temps, de composer et de jouer. Ils en ont rien à faire, en fait, on dirait qu'ils vivent dans un espace-temps, différent du nôtre. Ils ont des chansons de 30 secondes et puis d'un coup, ils ont une chanson de 23 minutes. Hem, c'est ça qui me plaît. Il y a des silences dans les Pink Floyd et je sais pas, c'est pas une musique, qu'on écoute, quand on est pressé ou quand on est, je sais pas, entre 2 tâches, ménagères ou je sais pas. C'est une musique, quand on l'écoute, on fait rien d'autre, en fait. J'aime ça. Mmh. Hem, j'aime David Bowie pour tous les personnages qu'il a été dans sa vie et j'ai l'impression qu'il continue à être aussi, dans l'au-delà. L'art, c'est une émotion, en fait, l'art, c'est quoi? C'est procurer une émotion à quelqu'un, donc quand quelqu'un aime quelque chose, c'est quelque chose qui fait écho. C'est quelque chose dans lequel il se représente. C'est pour ça que c'est dur, je trouve, de faire de l'art et de vendre l'art. Parce que, moi, c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de faire. En fait, ça me fait peur de sortir mes peintures au grand jour et d'exposer. J'ai eu des occasions d'exposer, mais que j'ai pas toujours prises parce que, je crois que j'ai peur, en fait, de l'art que je crée, c'est quelque chose de très, très personnel et peut-être trop et les gens s'y reconnaissent pas forcément parce que ça vient de moi, ça vient de mon vécu, ça vient de je sais pas, c'est quelque chose de très intime. Mais ton nom d'artiste? Je le connais, mais Mon nom d'Instagram, d'accord. j'ai, j'ai une petite, je peux pas dire obsession, mais peut-être un petit peu, avec les serpents. Je sais pas si ça se voit, Si, justement sur tes bagues et sur ton je blouson. j'ai été mordue par un serpent à l'âge de 16 ans, en fait et donc grosse histoire, hospitalisation, très grosse frayeur et bon, du coup, j'ai été, traumatisée des serpents pendant très, très longtemps. J'ai eu très, très peur, même de voir une photo, un dessin, c'était impossible pour moi et petit à petit, j'en ai fait, j'ai commencé à être curieuse et j'ai commencé à les dessiner et à les peindre et à les tatouer et voilà. Ah, c'est trop intéressant de savoir ça parce que moi j'ai suivi ton travail et il y a une symbolique dans le tatouage du serpent et je m'attendais pas à ce que ce soit cette histoire, Mmh. Ben, les gens aiment beaucoup se tatouer le serpent. Une un danger, c'est un animal qui est très esthétique. C'est un animal, voilà, qui fait un petit peu peur, qui est, voilà mais en fait, au-delà, il y a énormément de symboles bah, toi ton symbole c'est quand même, ta vie quoi. et moi, mon symbole, c'est quand même que j'ai survécu. Ouais, ouais. Donc c'est ça, mais le serpent lui-même, en fait, dans beaucoup de cultures, il est quand même, il est très, très symbolique aussi. Comment on fait avec ton œuvre que tu es en train de créer? Est-ce que tu veux nous la montrer? Ouais, j'ai bientôt terminé. Ouais, OK. Bah, du coup, ça va me laisser le temps de te remercier pour le temps, que tu as pris. Je suis hyper heureux de ça, d'avoir enfin découvert, en vrai la personne
et puis, du coup, aussi, d'écouter ton histoire de vie. Donc merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Franchement, c'est génial. Je te souhaite bon courage pour, la suite voilà, pour la suite en général et voilà. Merci à toi. Merci de m'avoir laissé m'exprimer. Ah, le meilleur moment, ça. Allez.